La Cour pénale internationale a suspendu mercredi soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. C'est après un nouvel appel déposé par le procureur. Au Cameroun, plus de 30 voyageurs ont été enlevés mardi par des séparatistes présumés sur un axe routier. Nous sommes dans l'une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé. La première ministre britannique Theresa May, après avoir survécu de justesse à une motion de censure, doit retourner jeudi à la difficile mission qui lui est assignée, sauver le Brexit. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, des partis politiques de l'opposition ont annoncé hier une liste unique pour l'opposition en vue des élections législatives d'avril prochain. L'appel solennel à l'unité d'action a été lancé au siège du parti La Renaissance du Bénin, El Soglo. Ce fut sous la bannière des anciens chefs d'État Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Plus de précisions avec le porte-parole de circonstance, Nouroudine Sakasalé. On l'écoute. 16 janvier 2019, l'histoire et la postérité retiendront que l'opposition politique béninoise présentera une liste unique aux élections législatives d'avril 2019. L'histoire et la postérité retiendront également que notre union n'est que la poursuite d'un engagement antérieur matérialisé par la création déjà en 2018 de la Coalition pour la défense de la démocratie. Force politique aujourd'hui présente et résolue à parler d'une seule et même voix. Cet engagement est aussi le prolongement du combat politique de la minorité au sein de notre Parlement face aux lois heureusement confessées mauvaises par les initiateurs eux-mêmes. L'histoire et la postérité retiendront que nous demeurons l'instrument du respect des aspirations populaires et donc de la restauration de notre Parlement avec ses rôles et valeurs. Ce jour, 16 janvier 2019, nous sommes profondément convaincus que nous pouvons doter notre pays de lois plus justes, de lois plus humaines et de lois plus respectueuses de nos impératifs et défis de développement. Les partis, forces, mouvements et personnalités politiques engagés dans et alliés de la Coalition pour la défense de la démocratie ont donc décidé de se donner les moyens de poursuivre leurs actions par une participation à travers une liste unique à partir des prochaines échéances législatives d'avril 2019 et pour toutes celles qui suivront sous une seule et même bannière. La Cour pénale internationale a suspendu mercredi soir la remise en liberté de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo après un nouvel appel déposé par le procureur. Les juges avaient ordonné plus tôt sa remise en liberté après son acquittement retentissant la veille d'accusations de crimes contre l'humanité. Selon la CPI, Gbagbo doit rester sous la garde de la Cour pénale internationale jusqu'à ce que l'appel du parquet contre sa libération soit entendu. Retour ici sur la plaidoirie. L'accusation de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ne démord pas. Elle a bien l'intention de faire appel de la décision de leur acquittement. La mise en liberté des deux hommes ordonnée par les juges a été suspendue dans l'attente d'une audience au cours de laquelle les procureurs ont pu faire part de leurs objections. Ils ont évoqué notamment un risque concret que Laurent Gbagbo ne comparaisse pas devant la CPI en cas d'un procès en appel. L'accusation a cependant déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à une mise en liberté dans un pays membre de la CPI, excepté la Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, la défense a plaidé pour que l'ancien président soit libéré immédiatement. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, le procureur et la représentante légale des victimes semblent vouloir ignorer ce changement fondamental qui résulte de votre décision d'hier. Laurent Gbagbo n'est plus un accusé. Laurent Gbagbo a été acquitté. Il a été acquitté de toutes les charges, de toutes les accusations que le procureur a portées contre lui. Dans ces conditions, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, il ne fait aucun sens
aucun sens de considérer que Laurent Gbagbo voudrait se soustraire à la justice. Les juges de la Cour pénale internationale ont rejeté mercredi la demande du procureur de maintenir l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo en détention. Le gouvernement ivoirien estime que la décision de revenir en Côte d'Ivoire appartenait à Laurent Gbagbo et a appelé mercredi la population à la réconciliation. Direction le sud-ouest du Cameroun. Dans cette région, plus de 30 voyageurs ont été enlevés mardi par des séparatistes présumés sur un axe routier. Nous sommes dans l'une des 2 régions anglophones du pays en proie à un conflit armé. Au moins 30 personnes ont été kidnappées sur l'axe reliant Buea à Kumba au Cameroun. L'axe sur lequel le kidnapping a eu lieu est devenu l'un des plus dangereux du pays en raison des assauts des séparatistes. En effet, des voitures de transport en commun ont été attaquées par des hommes armés. Depuis plus d'1 an, ils ont pris les armes pour exiger la création d'un État anglophone indépendant. Les enlèvements d'autorités, de militaires et policiers ainsi que des civils se multiplient dans les 2 régions anglophones en crise, au sud-ouest et au nord-ouest, entre autres pour maintenir la pression sur le régime de Yaoundé. Dans ce conflit, se sont en outre invités bandits et pillards qui rackettent les populations et les entreprises. L'armée camerounaise a elle-même été accusée de violation des droits humains en zone anglophone par des organisations internationales. Plus de 200 membres des forces de défense et de sécurité camerounaises y ont perdu la vie, ainsi que plus de 500 civils, selon le centre d'analyse International Crisis Group. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a, à travers un tweet, appelé au calme après 3 jours d'une grève contre la hausse des prix du pétrole, sévèrement reprimée par la police. En tournée à l'étranger, le chef de l'État a promis que ces réformes engagées pour redresser l'économie du pays allaient porter des fruits. Le président Emmerson Mnangagwa a appelé son pays au calme et à la paix ce mercredi, au 3e jour d'une grève durement réprimée contre la hausse des prix du pétrole. Le chef de l'État a, entre autres, promis que ces réformes pour redresser l'économie du pays allaient payer. Le président zimbabwéen, en pleine tournée à l'étranger, a lancé cet appel sur son compte Twitter. Dans son message, Emmerson Mnangagwa a dit comprendre la colère et la frustration de ses compatriotes. Reconnaissant que redresser l'économie du Zimbabwe est une tâche monumentale, le chef de l'État a cependant assuré être sur le bon chemin. Le Zimbabwe est le théâtre depuis lundi de violentes manifestations contre la forte hausse des prix des carburants à la pompe, décrétée par son gouvernement dans un pays déjà dévasté par une grave crise économique. Les forces de sécurité ont sévèrement réprimé la protestation. Au moins 3 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées et plus de 200 autres interpellations, dont la figure de la société civile, le pasteur Evan Mawarire. Au Niger, des femmes et des jeunes ne veulent plus être un bétail électoral. Ils tiennent désormais à être actifs et surtout impliqués dans la vie politique du pays. La chose apparaît plutôt possible au regard de leur taux de représentativité dans la carte démographique du pays. Cette couche du moins de la population a donné de la voix avec le soutien de l'association des blogueurs par une citoyenneté active. Le point avec notre correspondant sur place, Abdul Karim Mahamadou. Dans les luttes politiques au Niger, les femmes et les jeunes ont toujours été à l'avant-garde des conquêtes du pouvoir au sein de toutes les formations politiques. Ils sont organisés en structures de femmes ou de jeunes. Mais dès la période électorale finie, ces structures sont reléguées au second rang. Et s'agissant des femmes, même la loi sur le quota qui leur confère beaucoup d'avantages semble ne pas être respectée. À 2 ans des élections générales au Niger, l'association des blogueurs pour une citoyenneté active mène une campagne de sensibilisation et d'éducation de ces 2 groupes. Les jeunes, bien que représentant 75% de la population, ont été très peu représentés, aussi bien au niveau exécutif qu'au niveau législatif. Aujourd'hui, 29 ans après la conférence nationale, force est de constater qu'il n'y a pas eu de grande avancée dans l'implication des femmes et des jeunes dans la vie politique au Niger. Malgré l'adoption de la loi sur le quota tendant à favoriser l'accès des femmes
aux fonctions électives, on constate que beaucoup reste encore à faire. Depuis la conférence nationale souveraine de 1991 au Niger, seules 2 femmes dirigent des partis politiques sur près de 150 que compte le pays. Une seule s'est portée candidate à la présidentielle en 2011. Son parti est jeune et regroupe en son sein autant de femmes que d'hommes. Je connais l'importance de la participation et de l'implication des femmes dans la politique, dans la vie de tous les jours, mais également dans la décision politique. C'est grâce à sa présence et à sa participation, à une bonne implication de la femme qu'on peut faire basculer, qu'on peut faire améliorer l'indice de développement humain dans notre pays. Donc j'en ai une claire conscience. C'est pour ça que c'est la majorité des militants de mon parti. Aujourd'hui, de nombreux observateurs s'accordent à dire que les mentalités ont évolué au sein des partis politiques. Les militants, particulièrement les jeunes, le reconnaissent car ils sont de plus en plus promus à des postes de responsabilité. Amin, ce sont les jeunes en tout cas qui ont la voix. Ça, c'est connu de tout le monde. Nous avons déjà un leader aujourd'hui qui fait partie des jeunes, qui a beaucoup fait également pour la jeunesse. La femme également, c'est... À chaque fois qu'on parle de jeunes également, il faudrait qu'il y ait un peu de femmes aux côtés. Donc, pour vous dire concrètement, à Amin, la femme, les jeunes, en tout cas, occupent une place de choix. Le pouvoir aux jeunes et aux femmes, c'est désormais le mot d'ordre de la nouvelle génération qui semble dire qu'il est grand temps à la vieille garde, notamment la classe politique post-conférence nationale, que l'avenir du pays est désormais son affaire. Rejet par le Parlement britannique de l'accord conclu entre Theresa May et l'Union européenne sur le Brexit. Dans la foulée, le Premier ministre a également survécu de justesse à une motion de censure. C'est par 325 voix contre 306, soit une marge de seulement 19 voix que les députés ont repoussé mercredi la motion de censure. Il s'agit de la première contre un gouvernement britannique depuis 26 ans. Theresa May doit désormais retourner jeudi à la difficile mission qui lui est assignée, sauver le Brexit. Les députés britanniques ont massivement rejeté l'accord de Brexit négocié par la première ministre Theresa May avec Bruxelles. Ce texte n'a satisfait ni les europhiles ni les eurosceptiques désireux d'une rupture plus nette. Ce n'est pas vraiment une surprise. Je ne pensais pas que l'accord serait adopté. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'il y aura un deuxième référendum. Ce serait la meilleure option selon moi. De toute évidence, il va y avoir une sortie sans accord et je pense que nous allons avoir économiquement du mal pendant 4 ou 5 ans. Mais c'est comme ça. C'est une décision que le peuple a prise. Je ne suis pas d'accord avec cette décision, mais c'est cela qui a été voté. J'en ai marre, parce que les politiciens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils se fichent des travailleurs comme moi. Tout ce qui compte pour eux, c'est l'argent. À présent, ce vote plonge le Royaume-Uni et l'Union européenne dans l'incertitude à 2 mois et demi de la date prévue du Brexit, le 29 mars. Pour Theresa May, l'accord de divorce est le seul et le meilleur possible. Malgré sa sévère défaite au Parlement, elle a prévenu qu'il n'y avait pas d'alternative possible. Une note environnementale dans cette édition, la canicule bat son plein en Australie. Les hommes prennent des mesures pour se prémunir, mais les animaux du zoo de Taronga à Sydney également. Les villes australiennes ont été parmi les endroits les plus chauds sur la planète cette semaine. Les animaux se rafraîchissent avec des glaçons aux poissons et des bains de boue pour combattre la canicule. Les prévisionnistes ont annoncé des températures records avant le week-end. À certains endroits, les températures étaient proches de 50 degrés Celsius. Les éléphants se débrouillent plutôt bien quand il fait chaud. Ils adorent se rouler dans la boue, aller dans les bassins, se mouiller et se couvrir de boue. Et c'est comme un très bon écran solaire pour eux aussi. Alors, ils passent la majeure partie de la journée à manger et dès qu'ils ont fini, ils vont directement se rafraîchir dans l'eau. Les températures élevées ne sont pas inhabituelles en Australie, plus précisément dans l'hémisphère sud, et les feux de brousse sont fréquents. Mais les changements climatiques ont entraîné une hausse de température au sol et en mer, engendrant des journées plus chaudes et des saisons de feu très violentes. Les températures nocturnes devraient également rester élevées avant un changement rapide vers les conditions plus froides à partir de jeudi. On estime que près d'1 million de poissons sont morts sur les rives d'un important réseau hydrographique. Les autorités ont averti que de nouvelles morts sont à venir si la température continue à monter en flèche.
Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA.